Voilà, la parole est à vous, Monsieur Bidin. Alors, Ok, très bien. Bah, écoutez, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous. Enfin, on préférerait être ensemble, bien entendu, dans votre beau pays. Donc, le thème dont on va parler aujourd'hui, pour faire simple, c'est le concept de la qualité de vie globale. Hashtag QVG, qui est un concept que nous avons lancé il y a 3-4 ans avec un bouquin. Et je vais vous expliquer comment ce concept est né dans une logique de minoration des risques psychosociaux. Je ne vais pas me présenter maintenant, ça sera fait au fil de l'eau parce que ce qui compte, c'est le contenu. Donc le CREDIR est un centre de recherche qui fait également beaucoup de formations et qui travaille justement sur l'optimisation de la qualité de vie. Depuis 10 ans, nous avons commencé ces recherches et très tôt, les sportifs ont été des sources d'inspiration. Pourquoi ? Parce que les sportifs, ils vivent régulièrement l'échec, parce qu'ils ne gagnent pas tout, et ils vivent aussi la blessure, parce qu'ils mettent leur organisme sous forte tension pour avoir des performances meilleures et meilleures, de mieux en mieux. Et par définition, ils se blessent. Et troisième facteur intéressant, ils ont une durée de carrière qui est courte, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas se permettre que ces périodes d'interruption à cause de blessures ou à cause d'échecs soient trop longues. Parce que sinon, ils vont handicaper une carrière qui, pour certains, va faire 5 ans, 10 ans. Donc, il faut vraiment que tout ça soit bien optimisé. Et donc, c'est dans le monde des sportifs qu'on trouve en général les meilleures pratiques. Alors, c'est une vidéo qui vous emmène faire du ski, ce qui est un peu plus original pour les Antilles. J'espère qu'elle va fonctionner. Surtout, vous me dites s'il y a des problèmes. Elle passe ? Oui, c'est bon. C'est bon. Moins impressionnante était la plus grave. Et évidemment du genou pour la Française Marion Roland. Toujours 6 secondes. Ok, donc je vais essayer de reprendre la main, ça devrait bien fonctionner. Donc, cette sportive, d'abord, nous la connaissons très bien. C'est la marraine du CREDIR, nous travaillons beaucoup avec elle. Donc, c'est une jeune femme qui a 28 ou 29 ans en février 2010. Elle est la favorite pour cette descente des Jeux Olympiques à Vancouver. Elle s'est évidemment préparée, puisque pour les skieurs, ces événements tous les 4 ans sont tellement importants. Et vous voyez comment ça se passe. Elle a une chute au bout de quelques secondes. Et donc, elle se retrouve le soir dans son lit de l'hôpital de Vancouver, en ayant échoué, en étant blessée. C'est la deuxième fois que ça lui arrive au niveau des ligaments croisés. Elle sait qu'elle ne sera pas sur les skis compétitifs avant 1 an ou 1 an et demi. Mais en plus de ça, elle est ridiculisée par tout le monde sur les médias à cause de stupides pseudo-journalistes parisiens qui n'ont pas regardé la vidéo jusqu'au bout, n'ont pas compris qu'elle était évacuée sur un brancard. Et donc, pour elle, eh bien, la course s'était donc arrêtée. Donc, vous imaginez bien que des situations comme celle-là sont très difficiles à vivre et que pour que les sportifs arrivent à supporter tout ça, eh bien, il faut les accompagner, bien entendu, physiquement pour guérir leurs blessures, mais également psychologiquement, parce que c'est extrêmement difficile. Et on peut faire donc une métaphore, une comparaison avec ce que nous vivons les uns et les autres, où régulièrement dans nos vies, on vit des échecs. On vit des blessures psychologiques ou même des blessures physiques quand on est malade.
Et que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle, ça provoque en général la même chose. C'est quelque chose qui a été finalement ancré en nous depuis qu'on est tout petit. Il y a quelque chose qui ne va pas, tu as fait une bêtise, on te met au coin ou on t'isole. Et donc, curieusement, dans nos civilisations, quand l'enfant est confronté à la difficulté, on n'a pas cette réaction automatique de dire « mais attends, je vais t'aider ». On commence par dire « débrouille-toi ». Ça fait partie de l'éducation pour atteindre l'âge adulte. Et puis, c'est vraiment si on voit que ça va très mal qu'on va aller t'aider. Et ça, c'est pareil dans une salle de classe et parfois à la maison. Dans la pédagogie du crédit, ça, on appelle ça la petite prison. C'est-à-dire qu'on s'enferme et que malheureusement, cet enfermement, cet auto-enfermement, c'est une spirale infernale parce que dès qu'on va ressentir ce sentiment-là, la nuit suivante, on va moins bien dormir. Et le lendemain, on est confronté aux difficultés qui ont été créées, alors qu'on a déjà moins d'énergie parce qu'on n'a pas bien dormi. Et très rapidement, on peut avoir ce phénomène dans notre cerveau de dégradation des connexions neuronales par fatigue. Et donc, au bout de quelques nuits avec un énorme souci qui empêche de dormir, plus des tas de complexités à vivre au quotidien, eh bien, on va se retrouver avec un cerveau qui n'est plus à 100% et qui va encore compliquer les choses puisqu'il est sollicité pour résoudre les problèmes et qu'il n'est pas à 100%. Donc vraiment, cette notion de petite prison est à rapprocher du fait que notre cerveau a des capacités qui varient profondément et toutes les nouvelles recherches en neurosciences le montrent de plus en plus. Nous, au Crédit, où on accueille des gens notamment qui font des burn-out, nous avons eu des gens de 22 ans, 23 ans qui font un burn-out et qui nous disent « c'est terrible, j'ai des problèmes de mémoire ». Eh bien oui, à partir du moment où on ne dort pas, où le cerveau ne récupère pas, la zone de la mémoire est une des zones qui est la première touchée par l'effet que vous avez là, et vous allez commencer à avoir effectivement un cerveau qui ne fonctionne plus à 100%. Et donc, le cerveau, après le sport, si vous voulez, c'est vraiment quelque chose qui est au centre de ce que nous faisons au Crédit, notamment parce que c'est le seul organe quasiment dans le corps dont les médecins n'ont pas fait le tour scientifiquement. Le cerveau, c'est une machine électrochimique. La partie électrique, elle est relativement bien connue, mais la partie chimique, elle est aujourd'hui encore mal connue parce que techniquement, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Vous entendez parler d'un certain nombre de neurotransmetteurs qui se baladent dans le cerveau, qui sont des substances chimiques, comme des dopamines ou des choses comme ça. Ah oui, mais on sait que ça existe, mais on n'est pas capable de le doser, on n'est même pas capable de savoir exactement où ça se situe dans le cerveau, puisqu'on ne peut pas aller faire des prélèvements à un endroit du cerveau et voir ce qui se passe, contrairement à l'activité électrique. Alors ce cerveau, il est fantastique parce qu'il a encore beaucoup d'inconnus, mais par certains côtés, il est presque un tout petit peu buggé. Nous avons dans la tête le meilleur ordinateur du monde. Vous savez que pour certains d'entre vous, si vous connaissez les échecs, que IBM a mis au point un ordinateur qui arrive à peu près à battre les meilleurs champions d'échecs. Mais vous prenez cet ordinateur qui s'appelle Watson, vous le mettez dans une boîte de nuit en lui disant eh, va draguer quelqu'un, il ne sait pas faire. Donc on continue, nous, à avoir une machine exceptionnelle. Mais cette machine est buggée par le fait qu'elle n'a pas de nerfs. Donc quand elle est en souffrance, quand elle est en perte de capacité, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est très difficile à percevoir. Et en plus, il n'y a pas de panneau de contrôle. Hein. Si on allait afficher ici, aujourd'hui, tu es à 80% parce que tu as mal dormi ou tu t'es engueulé avec ton patron, ça serait plus facile. Ça, on n'a pas. Il n'y a pas de mode d'emploi. Un ordinateur aussi sophistiqué, on aurait pu quand même nous livrer un mode d'emploi de 957 pages en nous disant à la page 456, tu as mal dormi cette nuit, aujourd'hui, il ne faut pas conduire, ou si tu vas au cinéma, tu vas t'endormir. Si c'était une machine, on aurait des choses comme ça. Au niveau de notre cerveau, nous n'avons pas. Donc, ces performances du cerveau, elles peuvent fortement baisser. Il peut y avoir des dissonances cognitives, il peut y avoir des problèmes vasculaires.
Il y a des tas de choses qui sont totalement étonnantes. Et là, je vais faire un petit zoom pandémie, puisque un des problèmes de la souffrance psychologique dans la pandémie, d'après les neuroscientifiques, d'après les médecins, vient du fait que nous n'avons pas de mémoire sur un phénomène comme celui-là. La dernière fois, c'était dans les années 20 avec la grippe espagnole. Et donc, quelque part, une partie de la souffrance de la dépopulation dans le monde entier fait qu'on n'a pas de scénarios qui sont stockés. Imaginons pour vous, ça vous arrive une fois de temps en temps que vous ayez un cyclone. Eh bien, vous savez ce qui se passe dans un cyclone. Vous avez les images de ces boutiques où on va poser du contreplaqué, des suites du cyclone, éventuellement de comment on va reconstruire s'il y a des choses à reconstruire. Là, nous n'avons pas de schéma et ça explique une partie de la souffrance. Mais le dernier point qui est important, c'est qu'un cerveau, ça se programme. Alors évidemment, ça se programme, on le sait bien puisqu'on nous a mis à l'école pour ça, mais ça se programme tout au long de la vie. C'est pour ça, par exemple, qu'on continue à en mettre des pilotes de ligne dans des simulateurs pour faire de la programmation de cas qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, et on peut le faire pour toute personne qui travaille dans n'importe quelle situation, sanitaire et sociale, entreprise ou autre. Allez, Mario, maintenant, c'est le shoot qui crie, que de Portario. Ouais, par rapport à Fatu, c'est de là. Incroyable! Fabuleux, fabuleux. Avec le cerveau, assez énorme. Vous voyez, donc j'en ai toujours des frissons, même si je regarde cette vidéo pour la 100e fois. Je fais beaucoup de conférences avec Marion. Donc, elle a réussi à être championne du monde. Ce n'était pas arrivé à une Française depuis les années 60 avec Marielle Boitchel. Mais ce qui est surtout extraordinaire quand on fait des conférences avec elle, c'est qu'elle explique tout ce qu'elle a fait pour programmer son cerveau dans la période qui a séparé sa blessure et cette très grande victoire où enfin, 3 ans après, elle devient la numéro 1 mondiale. Et donc, les programmations, c'est des programmations par rapport à justement l'anticipation de la souffrance, l'anticipation de la douleur. En particulier, elle avait un coach qui avait fait des études au Japon et qui l'a mise, vous voyez le temps qu'il y a là, sa descente, ça va être 1 minute 50 à peu près. Eh bien, il l'a mise pendant 1 an sous une cascade d'eau froide toutes les semaines, pendant 1 minute 50, en lui racontant la piste, le profil de la piste à côté d'elle. Et comme c'était sous une cascade d'eau froide à Chambéry, y compris l'hiver, bon, non seulement elle se les gelait, mais comme elle dit, la puissance de l'eau était importante, et bien ça simulait la douleur que ressent un skieur après 1 minute à peu près de course, où vous avez, ça arrive dans plein d'autres sports, des remontées d'acide lactique dans les jambes qui font terriblement souffrir. Et donc Marion a eu la capacité sur le bas du parcours à beaucoup moins déraper et beaucoup mieux contrôler sa trajectoire. C'est là qu'elle a gagné. Et il y a plein d'autres, ils lui ont fait faire de l'apnée, ils lui ont fait faire plein de choses pour justement conditionner, programmer son cerveau. Alors, si on prend les sportifs, une recherche de carrière longue grâce à une bonne hygiène de vie, je l'ai dit, le goût et l'absence de peur de nouveaux challenges, l'habitude à se remettre en question, la capacité à rebondir vite après un échec, un encourage professionnel interdisciplinaire et bienveillant. Vite, au fait, je vous parle des sportifs, mais ça nous inspire tous. Il n'y a pas un seul métier où tout ou partie de ce qui est écrit là n'est pas essentiel. Et c'est là-dessus que notre concept de qualité de vie globale commence à se construire. Petite vérification, je ne vous ai pas perdu? Vous êtes là? Oui, nous sommes là. Il y a juste peut-être un petit problème au niveau de votre son. Je ne sais pas, il y a un bruit qui parasite un peu derrière. Alors ça, c'est parce que j'ai pas de deuxième écran, j'ai mis mon projecteur vidéo, je ne sais pas faire autrement. D'accord, C'est pas de problème. audible? Oui, c'est audible, oui. D'accord, ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je ne suis pas dans ma configuration habituelle, je ne suis pas à mon bureau. Donc, je continue à parler et par contre, je ne vois pas les chats suffisamment bien. Donc, s'il y a un problème, vous m'interrompez par oral. Allez, on continue. Donc, on est tous concernés par les hauts et les bas de la vie.
Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder véritablement en mémoire parce que on a un petit peu oublié que fondamentalement, nous avons un problème, nous sommes mortels. Donc, dans nos vies, en particulier quand on est jeune, les premiers gros échecs et les premières grosses contrariétés vont souvent être la tristesse de perdre quelqu'un de beaucoup plus vieux que nous, voire éventuellement s'il y a un accident de quelqu'un de jeune. Et donc, la mort de proches, la privation de ces contacts, c'est d'abord le premier échec perpétuel auquel nous sommes confrontés. Et quand on interroge des gens qui parlent de leurs échecs, ils font très souvent des comparaisons avec des deuils, en disant « Ah, mais j'avais construit une relation formidable dans mon entreprise, c'est terminé ». Ou bien tel projet s'est cassé la gueule, ou bien tel magasin a fermé. On a besoin de se rappeler que finalement notre vie, c'est d'être capable de faire face à ces deuils, que ce soit des personnes qui partent, des relations qui se détruisent au boulot ou dans la vie personnelle. Donc le crédit, si vous voulez, est un petit peu le pendant de ce dont disposent les sportifs pour s'entraîner, c'est-à-dire des centres où on va les aider à guérir leurs blessures, des centres où on va les aider à se programmer pour mieux faire face à tout ça. Donc c'est une équipe qui a commencé il y a une dizaine d'années autour de 2 personnes, un médecin psychiatre qui est aujourd'hui le président des psychiatres de Belgique, Benoît Gillin, et moi-même, qui suis un chef d'entreprise qui a fait un burn-out carabiné presque comme un AVC à 45 ans. Et ensuite, je suis allé faire une thèse sur ces thèmes-là. Donc, on a construit ce centre de recherche qui se trouve en Alsace, près de Colmar. Et on fait aussi bien de la recherche avec plein de médecins, on fait des actions de formation ou d'information. Et crédire, ça veut dire croire en soi. On publie beaucoup, il y a pas mal de bouquins, on cartographie des cas, on a 50 000 pages de transcription d'entretien. On est en gros vraiment passionné par la recherche et depuis le début de la pandémie, on a à nouveau mis au point toute une série de concepts pour essayer de mieux comprendre la pandémie. On a sorti un nouveau bouquin, il y en a un autre en cours. Quasiment toutes les semaines, l'équipe de recherche se réunit pour voir un petit peu ce qui se passe sur le terrain et pour interpréter. Et la grande richesse du crédit, c'est que c'est interdisciplinaire. C'est-à-dire que vous avez dans cette équipe de recherche des psychologues, des sociologues, des experts comptables, des avocats, des médecins, des coachs sportifs. Et c'est la richesse du crédit. Alors, dans le titre qui m'a été donné aujourd'hui, on parle de risques psychosociaux, de QVT. Alors, essayons de faire un tout petit peu d'historique très rapidement. La France a démarré essentiellement sur ces sujets-là à cause des suicides chez Renault et chez France Télécom. Donc, vous voyez les années, c'est il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, certains, le procès de France Télécom a été jugé il y a 1 ou 2 ans à peine. Donc, tout d'un coup, on voit une épidémie de suicide et ça interpelle. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, je ne vais pas parler de France Télécom parce que c'est peut-être un petit peu plus complexe, même si je connais très bien le sujet. On va parler de ce qui s'est passé chez Renault. Tout simple. Vous êtes près de Paris, dans un centre dans lequel on a regroupé tous les chercheurs de Renault qui conçoivent les nouvelles voitures. Ce sont les meilleurs ingénieurs automobiles. À l'époque, ils ont l'impression qu'ils sont même meilleurs que chez Peugeot. Ils vont arriver un monsieur qui est leur nouveau dirigeant. Vous savez, il a fait des petits séjours au Japon et au Liban. Et ce jour-là, il arrive en leur disant, écoutez, voilà, il va quand même falloir que vous progressiez parce que vous mettez 5 ou 6 ans à faire un nouveau modèle de voiture. Chez Toyota, c'est la moitié moins. Et il dit ça un peu sur le ton de la plaisanterie. Il n'y a objectivement pas de vous serez viré si la prochaine voiture, vous ne me la faites pas en 2 ans. Ce n'est pas le ton qu'il utilise à ce moment-là. Ces ingénieurs qui entendent ces choses-là se sentent piqués au vif et se disent, si les Japonais y arrivent, il n'y a pas de raison que nous, on n'y arrive pas. Et qu'est-ce qu'ils font ? Instantanément, ils se mettent à bosser plus parce qu'ils veulent relever le challenge. Mais ce n'est pas leur chef qui leur dit « Tiens, tu vas bosser 70 heures par semaine ». C'est eux qui commencent à rester plus longtemps, ramener du travail à la maison, continuer le travail le week-end. Et un jour,
Dans un des bureaux d'études, il y a quelqu'un qu'on ne trouve plus. On appelle à la maison, sa femme ne sait pas où il est, et on le retrouvera, on retrouvera son corps 2-3 jours après dans un bassin, sur le lieu de travail de ce technocentre. Et ce monsieur s'est suicidé en laissant une lettre terrible en disant « Je n'en peux plus, je n'y arrive plus ». Et à ce moment-là, on a commencé à mettre en évidence le fait qu'il pouvait y avoir des gens qui étaient en souffrance au travail profonde, non pas tellement parce qu'ils avaient un chef qui était épouvantable et qui leur disait fais, mais parce qu'ils se plaçaient eux-mêmes dans une obligation morale de faire plus, de faire mieux. Suite à ça, il y a eu un rapport parlementaire qui a été fait, notamment par un psychiatre bien connu qui s'appelle Patrick Légeron, et ils ont défini les RPS, les risques psychosociaux. Ça date que de 2008, il faut dire que c'est encore assez récent. Alors, la définition est un tout petit peu compliquée, des risques pour la santé mentale, physique, sociale, engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Bon, c'est quand même assez complexe. Ça a donné lieu, si vous voulez, pendant une dizaine d'années, dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup d'organisations qui s'occupent de santé au travail, à des réflexions sur la QVT, en disant il faut qu'on fasse de la qualité de vie au travail. Il y a eu plein de choses intéressantes qui sont sorties, mais aujourd'hui, objectivement, on ne peut pas dire que ça aille mieux. On a absentéisme, maladie, lassitude, déprime, épuisement, burn-out, suicide. Même avant la pandémie, là à l'heure actuelle c'est encore pire. Et nous au Crédir, il y a 8 ans, on a commencé des stages où on accueille des gens qui vont pas bien. Et assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait des gens qui étaient dans le même état, qu'ils soient dans des entreprises bienveillantes ou dans des entreprises malveillantes. Qu'ils aient des patrons ou des patronnes sympas, ou bien qu'ils soient sous l'emprise d'un pervers narcissique. Même constat, les gens qui ont une bonne qualité de vie au travail ne sont pas forcément à l'abri de tout ça. C'est ce qui nous a amené à dire la QVT, ça ne suffit pas. Alors pourquoi cette absence d'amélioration? Dans ce bouquin, nous avons fait une analyse historique pour essayer de comprendre. Donc déjà, et c'est relativement partagé aujourd'hui par les psychiatres spécialisés là-dedans, on ne voit quasiment plus de cas de burn-out pour des raisons 100% professionnelles. Il y a toujours d'autres petites choses, par exemple des problèmes d'altération du sommeil. On a des cas de souffrance dans des entreprises bienveillantes. Alors, il y a des secteurs professionnels où la pression continue à augmenter, comme le sanitaire et social. Mais si vous prenez Renault ou Peugeot, on ne peut pas dire que les conditions de travail aujourd'hui soient beaucoup plus lourdes qu'elles n'étaient il y a 10 ou 15 ans. Il y a 1 ou 2 ans, et peut-être qu'ils nous écoutent ce soir, nous avons eu la visite d'un cadre d'une entreprise publique de Guadeloupe, et qui est une entreprise publique où il ne fait pas mauvais vivre. Mais n'empêche qu'il était en burn-out et que les raisons de son burn-out étaient liées un peu à l'entreprise, mais aussi à des facteurs extérieurs, notamment une dépendance des parents avec une maladie d'Alzheimer qui rendait le rythme de vie insoutenable, puisque cette personne, toute la journée au travail, était en train de regarder son téléphone en disant pourvu que cette personne qui a Alzheimer ne se soit pas enfuie de la maison. Il y a 3 facteurs qui nous inquiètent beaucoup dans nos observations et nos recherches. D'abord, on a une dégradation profonde, je dis bien profonde, du suivi médical des populations au travail. Alors, je ne connais pas suffisamment bien la Guadeloupe pour savoir où vous en êtes du nombre de médecins généralistes, mais je peux vous dire qu'autour de chez nous, on est dans une région de vignoble. Il y avait 7 médecins généralistes il y a encore 5 ans, il n'y en a plus que 3. Et le pire, c'est pas uniquement le nombre de médecins, ils n'en ont pas formé assez, mais c'est surtout le fait que les médecins qui commencent aujourd'hui, ils veulent une qualité de vie. Et donc, moi, ça vient de m'arriver, j'ai un nouveau médecin généraliste que je vais voir,
l'autre est parti et avait plutôt tendance à rester tard le soir dans son cabinet, eh ben, ce jeune médecin m'a dit « Non, mais attendez, je ne consulte pas le mercredi après-midi, je m'occupe de mes enfants. » Et c'est d'ailleurs pas uniquement les femmes, tout le monde aujourd'hui veut profiter davantage de la vie. Ben oui, mais à force, si on avait des médecins qui faisaient 60 heures en moyenne de consultation par semaine et que là on les remplace par des médecins qui font 40 voire 35, ben vous vous rendez bien compte que les professionnels au travail ont moins de disponibilité de médecins. Et donc on a beaucoup de catastrophes avec des gens qui sont mal suivis. Ensuite, il y a de plus en plus de précarité, avec dans beaucoup d'entreprises des gens qui sont freelance, intérimaires, en CDD. Aux États-Unis, aujourd'hui, on est à plus de 50% des postes dans les entreprises où les gens n'ont pas un contrat de travail de cette entreprise. Et puis, il y a plus de déplacements et d'isolement. Alors, déplacement, chez vous, j'imagine qu'il y a aussi des encombrements. Mais par exemple, l'isolement, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de couples qui explosent et qu'il y a de plus en plus de périodes dans la vie où on vit seul parce que, par exemple, on a refait couple via les réseaux sociaux avec quelqu'un qui est loin et qu'on verra qu'au moment des vacances ou au moment du week-end. Alors, les problèmes potentiels auxquels sont confrontés les professionnels, ben, ils sont à 3 niveaux et il y a vraiment une hiérarchie pour nous. Il y a d'abord des notions d'épuisement. Si l'épuisement n'est pas traité, qu'il est récurrent et tout, on peut aller vers le burn-out. Et si le burn-out est mal traité, on peut avoir une aggravation sous forme de dépression. Mais ce qui est important dans cette diapo, on peut revenir sur ces définitions, c'est vraiment quelque chose où j'ai beaucoup l'habitude, notamment par exemple de faire des formations pour les médecins. Là où je veux vous interpeller tous, c'est que coller le mot professionnel ou personnel à l'un des 3 mots sur la droite, ça n'a aucun sens. Parce que tout est global. Et en particulier, vous avez des psychiatres, un psychiatre qui a écrit un bouquin sur la dépression professionnelle, mais ça n'a aucun sens. Parce que par définition, la dépression est définie comme étant quelque chose qui envahit tout. Vous ne pouvez pas être dépressif dans le professionnel et pas être dépressif dans le personnel. Ben, c'est pareil sur le burn-out et c'est pareil sur l'épuisement. Quand vous êtes épuisé, c'est le résultat, si vous voulez, d'une fatigue, parce que probablement on bosse trop, parce qu'on a peut-être trop de choses à faire en dehors du travail, et du fait qu'on ne récupère pas suffisamment en dormant pas assez. Le sommeil, c'est dans la sphère perso. L'activité de journée, c'est plutôt dans la sphère professionnelle. Donc, on ne peut pas dire épuisement professionnel, c'est la résultante des deux, c'est forcément un épuisement qui vient de plusieurs origines et qui est global. Eh bien, ça nous amène naturellement sur la définition de la qualité de vie globale en disant que pour être bien, pour être épanoui dans la vie, il faut 3 choses. Numéro 1, la santé. Si vous n'êtes pas en bonne santé, si vous ne dormez pas, si vous n'avez pas une bonne hygiène de vie, de toute façon, votre qualité de vie ne sera pas bonne. D'abord la santé, ensuite la qualité de vie au travail et ensuite la qualité de vie au travail. Et toute la pédagogie du Crédit, je vais y revenir, vise à essayer d'optimiser les 3. Donc, cette QVG, c'est vraiment l'observation de 400 personnes qui sont venues passer 3 jours chez nous, y compris des Antilles, on n'en a pas eu qu'un, et nous avons, nous, regardé, analysé pour en tirer un certain nombre de conséquences. Alors, oui, c'est vrai, c'était la tradition de dire, c'est souvent dans des entreprises où ça ne va pas, avec des conflits hiérarchiques, des restructurations, mais pas toujours. Il y a des boîtes où tout va très bien, Madame la Marquise, et où les gens sont malgré tout pas bien. Des problèmes professionnels, rarement les seuls. Et aujourd'hui, si vous voulez, en 20 ans, le sommeil a diminué d'1 heure en moyenne pour les professionnels au travail. Il faut 8 heures de sommeil pour que la machine, le corps humain et en particulier le cerveau soient en forme. Aujourd'hui, on est très nettement en dessous de ça. Addiction numérique, tout l'ensemble, ça fait qu'il y a souvent une multitude de problèmes. Le manque de sommeil, j'en ai parlé. Et donc, nous, notre boulot, si vous voulez, c'est en gros d'avoir une boîte à outils pour essayer d'aider les gens face à tout ça. Donc, ce qui est clair, c'est que la prévention est impérative. Si on attend d'être très mal, ça va pas le faire. Donc, toute notre bagarre, toutes les missions qu'on mène dans les entreprises, ce que je fais aujourd'hui vis-à-vis de vous, c'est de dire attention, il y a toute une série de choses à faire avant de flancher.
La clé, c'est le médecin de famille, parce que c'est avec lui qu'on va pouvoir justement parler globalité. Les médecins du travail font un boulot formidable, mais souvent, il n'y a pas le réflexe de parler de la globalité de la vie, des problèmes de sommeil, des voisins qui font du bruit, des problèmes de dépendance des parents. On va se focaliser sur l'entreprise, alors qu'avec le médecin de famille, on essaye de parler de tout. Il faut de l'interdisciplinaire, c'est-à-dire que quelque part, on ne peut pas, un coach ou un consultant en relation du travail, s'il n'y a pas la dimension d'hygiène de vie, de vérification du sommeil, d'exercice physique, d'entente à la maison, eh bien, on a du mal à faire une action complète et efficace. Il faut souvent un deuxième cerveau, parce que, rappelez-vous, qui dit épuisement dit un cerveau dont les neurones ne fonctionnent pas tous bien. Ça veut dire que face à plein de situations, il faut se dire, je suis en situation de faiblesse, j'ai besoin qu'un autre cerveau m'apporte des neurones pour analyser le problème auquel je suis confronté. Beaucoup de gens disent, oui, mais moi, j'ai une vie très, très solitaire. Il n'y a personne à la maison, je ne vais pas vraiment vers les autres, mais comment je vais avoir ce deuxième cerveau? Ce deuxième cerveau, il vient à travers la troisième vie. C'est là qu'on va les trouver. Alors, qu'est-ce que c'est que la troisième vie? C'est vraiment au cœur de la pédagogie du crédit. La vie 1, c'est la vie professionnelle. La vie 2, c'est la vie familiale, affective. Et la vie 3, c'est les engagements extra-professionnels. Et c'est dans les engagements extra-professionnels, dans l'équipe de volley, dans la loge, l'église, que sais-je encore, c'est là qu'on va rencontrer des gens qui sont déconnectés de notre vie professionnelle et de notre vie familiale, et avec qui on va pouvoir échanger en disant, punaise, mon patron, qu'est-ce qu'il est chiant en ce moment? Ou bien mon conjoint. Donc, il y a plein d'outils pédagogiques qu'on a développés. Et là, sur 3 quarts d'heure comme ça, évidemment, je ne peux pas tous les aborder. Mais voilà, rappelez-vous, boîte à outils, qualité de vie égale crédit. Et tout ça est venu de mon travail de thèse à Dauphine, qui a été le premier étage de la fusée. Alors, on a maintenant raffiné le modèle. Il fut un temps, il y avait uniquement l'équation de la QVG. Maintenant, il y a des équations qui définissent la santé, la QVT et la qualité de vie au travail. Donc, la santé, vous avez 4 composantes qui sont classées par ordre d'importance décroissante. La santé ne peut bien fonctionner que si le sommeil est en place. Le sommeil, c'est l'alpha et l'oméga de ce que nous faisons au crédit. C'est les fondations de la maison. Un suivi médical régulier, de l'hygiène de vie et un exercice physique régulier, c'est-à-dire, suivant l'OMS, à peu près 3 fois par semaine. Si ça, ce n'est pas en place, si chacun des composantes n'est pas mise en musique, eh bien, ça va être difficile d'optimiser la santé. La qualité de vie au travail, je dirais que la plus grande souffrance que nous voyons par rapport au travail aujourd'hui, c'est le trop, le too much. Avec des entreprises où on exagère, clairement, et où on fait des économies d'effectifs, donc on donne trop de travail. Parfois, ça peut être aussi parce qu'on ne trouve pas les gens. C'est ce qu'on va ressentir, par exemple, dans des hôpitaux. Et puis, parfois, ce sont des indépendants qui, quelque part, parce qu'ils veulent réussir, parce qu'ils ont peur de ne pas avoir ce qu'il faut à la fin du mois, sont en escalade de leur engagement dans le travail et travaillent trop. On peut très bien vivre avec plus de 35 heures par semaine. Vous avez, par exemple, le petit épicier du coin, il peut faire 60-70 heures. Oui, mais dans ces heures, il y a pas mal de convivialité. Un aiguilleur du ciel, vous ne le mettez pas 60 ou 70 heures devant sa console. C'est beaucoup moins, c'est 20 ou 25 heures. D'accord? Donc, quelque part, la définition du surtravail, elle n'est pas absolue, elle est dans chaque situation. Okay. Si on prend des gens qui font des nuits à l'hôpital, c'est par exemple le nombre de nuits de répétition, les rappels, les gardes, les astreintes, etc., etc. Le sens de la mission. Les gens qui ont une mauvaise qualité de vie au travail, souvent, ils vous disent « mais ça n'a pas de sens ce que je fais ». Et donc ça, c'est le deuxième point très, très important. Le casting. Alors, le travail, si vous voulez, c'est comme si c'était un film. C'est-à-dire qu'il faut mettre les bons acteurs dans les bons rôles. Et très souvent, dans les entreprises, dans les organisations, on a bouché des trous. Et vous avez des gens qui se retrouvent à faire un boulot pour lequel ils ne sont pas faits,
ou bien à travailler avec quelqu'un avec qui ils ne peuvent pas s'entendre. J'ai un exemple très précis, un peu humoristique. On m'a raconté le cas récemment d'une petite agence de publicité à Strasbourg. Strasbourg, c'est la deuxième ville où la communauté juive est la plus importante en France. Bon, et là, ils ont foutu dans un même bureau un gars qui est juif, qui défend l'État d'Israël, qui va 2 fois par an en Israël, en face d'un gars qui est d'origine marocaine, je crois, et qui fait toutes les manifs de défense de la cause palestinienne. Bon, ben, quelque part, ces deux gars, ils s'entendent relativement quand ça parle boulot, mais dès qu'il y a un événement, un attentat, une manif ou un truc comme ça, ils se mettent sur la gueule et ils ne se parlent plus. Là, ce n'est pas un bon casting, ce n'est pas la peine. Il y a des fois, il faut savoir se dire, non, mais ces deux-là, on ne peut pas les mettre ensemble. Et l'environnement de travail est important, mais vous savez, faire des beaux open space, offrir les plus beaux bureaux du monde et les plus belles peintures ou le plus bel environnement, ça ne garantit pas la qualité de vie au travail. C'est pour ça que nous le mettons en numéro 4. Enfin, la qualité de vie au travail, alors le paramètre le plus important, c'est les trajets. C'est-à-dire tous ceux qui ont des trajets compliqués parce que ça prend longtemps, parce qu'il y a des transports publics, parce qu'il y a des attentes et tout, c'est très difficile. Les proches du quotidien sont un paramètre important. Eh bien oui, c'est comme ça. On a des proches dans nos familles qui nous donnent de l'énergie, il y en a d'autres qui nous bouffent de l'énergie. Alors quand on n'en a déjà pas suffisamment parce qu'on ne dort pas assez, qu'on a trop de boulot, si en plus on a quelqu'un qui nous bouffe de l'énergie à la maison, c'est compliqué. La troisième vie, eh bien la troisième vie, il faut y faire attention parce qu'il faut qu'elle soit là, mais il ne faut pas que ça soit du too much. On a beaucoup de cas de burn-out, de gens qui cumulent finalement deux jobs. D'un côté, ils ont leur job principal et puis ils sont élus locaux, ils sont patrons d'une association. En bref, leur troisième vie leur prend trop de boulot, c'est un deuxième boulot. Et le quatrième point qui est important, c'est la récupération au travail, c'est construire une qualité de vie au travail où il y a de la récupération, où on coupe régulièrement et où on peut recharger les batteries. Nous avons aujourd'hui trop de gens, en particulier malheureusement des mères de famille qui ont des boulots à plein, qui, quand vous regardez les week-ends avec le samedi, des navettes pour les enfants, les courses, les trucs et les machins, il n'y a jamais de temps pour se poser. Et à partir de là, on s'use. Donc nos conclusions, elles sont relativement simples. La QVT, ça ne suffit pas. Le bien-être au travail, j'ai un petit problème, je ne vois plus. Ouais. Voilà, ne se décrète pas, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose où on dit, voilà, on va mettre dans l'entrée de l'entreprise un truc en disant, voilà, c'est une entreprise bienveillante, ça se vit. Petit problème technique, voilà. Chaque professionnel réagit différemment face à la charge de travail, au stress, au succès, à l'échec. C'est difficile de normer ça. Un exemple qui me vient en tête qui est relativement récent. Vous êtes dans un hôpital soumis au Covid. Tout le monde est épuisé. 2 infirmières, exactement le même poste, exactement la même charge de travail. La première est en couple avec un garçon, il n'y a pas d'enfant. Elle habite à 10 minutes en vélo de l'hôpital et ils sont marathoniens tous les deux. La deuxième habite à 1h15 de transport en commun de l'hôpital, a 3 enfants et juste avant le Covid, son mec l'a laissé tomber. Ben, la deuxième, elle craque et la première, elle tient le coup. Alors que la charge de travail et la charge émotionnelle est la même. Donc, il faut vraiment se dire que, notamment dans cette période de Covid, un des facteurs qui est très, très important par rapport à la tenue des gens face à la sollicitation professionnelle, c'est ce qui se passe dans leur vie extérieure. Est-ce qu'ils sont plutôt isolés ou est-ce qu'ils sont plutôt en groupe avec des gens avec qui ils vont pouvoir échanger? Il faut être vigilant. Il y a vraiment des grosses catastrophes. La semaine dernière encore, malheureusement, ça nous arrive de plus en plus. Ben voilà, on a fait une cellule de crise dans une entreprise où il y avait eu un suicide. L'information et la formation sont des impératifs sur les 3 axes de l'équation. Par exemple, la culture moyenne des gens au travail par rapport au sommeil, au cycle du sommeil, est beaucoup trop faible. Retrouver la qualité de vie au travail, c'est possible, mais c'est possible par la qualité de vie globale, par cette approche holistique qui va permettre de regarder tous les aspects de manière à bien les optimiser, chacun d'entre eux.
Voilà, donc le crédit, ça peut être des interventions dans vos entreprises, ça peut être des stages pour les gens qui vont pas bien. Quelque part, n'hésitez pas. Et je suis maintenant disponible pour vos questions. Ça serait sympa parce que j'ai vraiment un petit problème technique. S'il y a eu des questions dans le chat, ça serait bien de me les lire, de me les faire par oral. D'accord, on s'en charge. Alors, pour l'instant, il n'y en a pas. N'hésitez pas à prendre la parole. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention riche. C'est vrai que le Crédir s'est beaucoup diversifié depuis sa création. Vous avez un petit peu parlé du livre, les 33 clés pour une période clé. Tout à fait. Voilà. C'est le dernier livre qui est paru et qui a été publié durant l'été et qui reprenait la pédagogie du Crédir à la lumière de la pandémie. On a la chance qu'aujourd'hui, la directrice médicale du Crédir, c'est une jeune femme médecin qui a une quarantaine d'années, qui est chercheuse au laboratoire de l'armée française sur les problèmes d'usure en opération. Et en particulier, elle connaît par cœur ce qui se passe dans un sous-marin quand les gens sont rassemblés pendant des jours et des jours, ou bien ce que vivent les soldats quand ils sont dans des missions loin. Et elle nous a beaucoup aidé à comprendre un certain nombre de choses. Et dans ces 33 clés, il y a une vingtaine de clés qui sont liées, je dirais, au fonctionnement intellectuel de l'intellect, le rapport au travail, la réaction par rapport à l'échec. Et puis, il y en a une bonne dizaine, c'est des aspects strictement physiques. Et par exemple, le fait que les neurosciences sont en train de mettre en évidence aujourd'hui une très forte corrélation entre le fonctionnement neuronal et le fonctionnement des reins. Ça, c'est tout nouveau. Et donc, plus vos reins fonctionnent bien, plus vos neurones vont bien fonctionner. Et donc, boire non pas 1 litre, mais plutôt 2 litres d'eau par jour, c'est d'abord très bon pour faire fonctionner vos reins qui vont jouer sur quelque chose au niveau de l'immunité, mais ça semble aussi déterminant dans la façon dont fonctionne votre réseau neuronal. Et donc, dans ces 33 clés, il y a des choses qui sont relativement novatrices comme celle-là. Alors, on va vous lire quelques petites observations. Donc, il y a déjà... alors, attendez, Madame Cindy Chéry qui est avec nous et qui dit « Bonjour à tous, merci pour cette présentation. Même si je n'ai pas pu tout vu, car je travaille en même temps et que je n'ai pas de micro pour réagir. Merci beaucoup, Monsieur Budin, pour cette présentation qui interpelle et appelle forcément à la remise en question personnelle et professionnelle. » Alors là, c'est Madame Valérie Pierre-Joseph de l'Handipact. Madame Garni, également, bonjour, très belle intervention, apport enrichissant que j'ai pris en cours. Y aura-t-il un lien pour revoir? Oui, donc ça, on l'a expliqué, effectivement, il y aura des replays des différentes interventions. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions. C'est surtout voilà, des appréciations et des retours concernant votre intervention. Alors, ce qui serait gentil, je fais souvent, par exemple, cette présentation dans des salons genre Préventica. C'est intéressant de débattre. Et donc, moi, je suis pas, comment dire, un grand savant qui est satisfait quand il y a peu de questions ou il y a des applaudissements. Je suis quelqu'un qui aime bien le challenge. Donc, si certains d'entre vous, il y a des trucs qui vous ont paru bizarres, n'hésitez pas, hein, surtout pas de timidité. Et puis, vous pouvez faire des remarques en disant là-dessus, je suis pas d'accord. Ben pour l'instant, c'est pas le cas. Mais dès qu'il y en a une, on revient vers vous. Ah oui. Alors, Madame Émilie Rual, ergothérapeute au CRICAT en Guadeloupe. Que proposez-vous comme type de formation? Sous quelle forme? Ok, alors ça a bien sûr évolué parce que il y a 1 an, il a fallu qu'on ferme temporairement notre centre. Donc, on a 55 thèmes de conférences qui durent 1 heure et qui donnent lieu à ensuite un débat avec les gens. Donc, dans des entreprises, on peut le donner sur un grand nombre de personnes, mais là, il n'y aura pas d'échange parce que l'intervenant ne peut pas l'assumer. Mais ce qui a été très à la mode dans nos interventions ces derniers temps, c'est des entreprises où ces ateliers ont lieu régulièrement sur des thèmes différents
mais il donne l'occasion ensuite à la personne d'échanger avec l'intervenant du Crédir qui a bien l'habitude de rencontrer des gens. Cet échange peut se faire collectivement ou se continue après la fin de la conférence par mail ou par téléphone. On a également mis en place on a un système de hotline. Les entreprises ont un abonnement au Crédir et tous leurs salariés peuvent appeler pour n'importe quel sujet. Sinon, quand on avait l'occasion de se montrer dans les entreprises, un truc qui était bien à la mode, c'était le Safety Day, qui nous vient des États-Unis, qui consiste à organiser dans une entreprise un espèce de salon durant une journée dans lequel il y aura certes des stands, mais surtout une succession de conférences. Et l'équipe du Crédir vient dans sa globalité avec un médecin, un coach sportif, un spécialiste de la qualité de vie au travail, etc., etc. Donc voilà le genre d'intervention dans les entreprises. On fait aussi des missions de diagnostic. Donc je l'ai brièvement cité en vous disant qu'on avait 50 000 pages d'entretien qui avaient été transcrites. Une partie de mon travail à l'université de Dauphine qui se continue, c'est d'avoir développé des techniques particulières d'entretien qui s'appellent des récits de vie entre pairs, PAIRS. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi dans les entreprises pour faire des missions de diagnostic. On est fréquemment appelé par des entreprises qui ont fait des questionnaires quantitatifs sur les RPS et qui finalement, quand ils voient le beau rapport, se disent « oui, mais on en fait quoi ?» Et donc, nous, on va compléter cette approche en venant faire des séries d'entretiens individuels de manière à faire émerger des réalités qui ne sont pas forcément très décrites dans des questions. Et ça a eu aussi également beaucoup de succès pour faire avancer des entreprises qui ne s'en sortaient pas avec une récurrence de difficultés, de problèmes de gens qui pensaient. Très bien. Alors, on a une autre question. Alors, bon, je ne suis pas sûre de bien comprendre ce qui est mis dans la question. J'attends que la personne me précise. Il y est dit, de vos expériences, comment la QVT, alors je pense que c'est QVT, parce qu'elle a écrit QVT-D, donc je pense que c'est QVT, se met en place en entreprise afin de concilier vie personnelle et vie professionnelle. Alors, je vais partir de la fin. Si on veut concilier vie personnelle et vie professionnelle, ça ne peut pas être décrété par l'entreprise. C'est d'abord et avant tout une réflexion de l'individu qui ne peut pas, dans certains cas, expliquer clairement dans son entreprise quels sont ses engagements de vie. J'ai en tête, par exemple, des gens qui ont des engagements spirituels, des gens qui ne veulent pas révéler qu'ils ont un enfant qui nécessite un suivi très particulier, des gens qui ne veulent pas dire que la situation est très compliquée à la maison parce qu'ils ont un conjoint qui boit. Donc, il faut d'abord former les gens individuellement, ça peut se faire dans l'entreprise, à cette approche de qualité de vie globale en disant « j'ai 3 choses à optimiser ». La santé, c'est quand même une démarche individuelle parce qu'il faut dormir, parce qu'il faut aller voir son médecin, parce qu'il faut faire de l'exercice. Et la qualité de vie au travail, c'est à soi-même de faire le diagnostic en disant « j'habite trop loin de mon boulot, c'est trop fatigant, je ne peux pas y arriver ». Bon. Une fois que ça c'est fait, que c'est bien compris, là on peut aller zoomer dans l'entreprise et voir en gros cette analyse dite de casting. Et vous m'avez vu parler de sens au travail ou de choses comme ça. Est-ce que le boulot que je fais a du sens pour moi? Est-ce qu'il me plaît? Est-ce que je le fais avec des gens bien? Si vous êtes très fatigué parce que vous êtes dans une période d'épuisement de burn-out, cette analyse, il ne faut pas la faire tout seul parce que justement, vos neurones sont fatigués. Il faut se trouver un deuxième cerveau et échanger avec lui ou avec elle pour avoir un avis tiers, même plusieurs avis. Et il faut être capable d'identifier que, à certains moments, eh bien, on est dans un état de souffrance parce qu'on est obligé de travailler avec des gens qu'on n'aime pas, ou bien on est obligé de faire un boulot qui n'est pas fait pour nous, et se dire que, à la longue, c'est mauvais pour la santé. J'ai un peu tendance à dire, c'est comme la personne à qui on dit tu as un problème de cancer du poumon et qui ne veut pas s'arrêter de fumer. Au bout d'un moment, il faut quand même avoir la lucidité de se dire
Est-ce que cette entreprise est faite pour moi? S'il y a des choses qui dérivent, est-ce que je peux la faire changer de l'intérieur? Ou bien éventuellement, il faut que je parte ailleurs. La faire changer de l'intérieur, pourquoi? C'est par de l'action syndicale, la construction avec des collègues ou des choses comme ça. Mais il faut surtout, je dirais, essayer d'avoir une capacité de remise en question, parce que si on n'est pas bien, il faut une bonne analyse et ne pas se dire que bon, ça ira mieux dans quelques temps. Il faut vraiment aller au fond du problème pour essayer de le résoudre. Alors, il y avait aussi... attendez, je regarde. Nous avons un référent handicap également et qualité de vie au travail qui va d'ailleurs intervenir tout à l'heure. Madame Christine Fass de la Caisse d'épargne qui fait un retour également. Bonjour, je vous remercie pour cette présentation très concrète et de qualité de vie globale. Madame Christine Fass, vous avez une petite observation complémentaire à faire justement par rapport à ce concept qui va un petit peu plus loin que la QVT, QVG? Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde et merci Bonjour. Mathilde. Bon, je me suis permise de me connecter un petit peu plus tôt que prévu parce que le thème de cette conférence m'intéressait énormément. Vous parlez de qualité de vie globale et moi je vais rentrer dans un exemple un peu plus professionnel sur la qualité de vie au travail. Je voulais juste intervenir et dire que comme il était difficile, c'est un vrai sujet chez nous aussi, la frontière entre vie personnelle et vie privée quand on fait du télétravail n'est pas très évidente. Et c'est bien ça notre sujet, c'est bien ça notre préoccupation. C'est de se dire à quel moment on arrête, on est pris dans... On ne regarde pas l'heure, on se fait appeler des fois sur notre pause méridienne, on décroche. Et tout ce que vous disiez effectivement sur c'est l'individu qui met la distance ou qui met les limites, c'est tout à fait vrai. Et quand vous parliez de suicide et de problèmes de personnes qui se sentaient peut-être traquées par le manager, alors que ce n'était pas le sujet du manager par rapport à un rendu, par rapport à des livrables, on peut le vivre aussi en entreprise. Et c'est vrai que on a presque une responsabilisation personnelle vis-à-vis de sa charge de travail et vis-à-vis des livrables qu'on doit donner, vis-à-vis du respect qu'on a pour son travail et puis des relations interpersonnelles au sein de son entreprise. C'est tout à fait vrai tout ça. Et ces limites sont bien difficiles à mettre. C'est pour ça que justement le point clé là-dedans, c'est la notion de l'isolement. Parce que voilà, il ne faut pas être seul. Et parfois, ça peut être avoir un bon copain avec qui on joue au volley, avec qui on va pouvoir échanger sur qu'est-ce qui est vécu au niveau de l'entreprise, parce que notre cerveau est variable. Rappelez-vous ce que je disais au début, c'est-à-dire que c'est le coup du verre à moitié plein, à moitié vide. C'est-à-dire que certains jours, la même réalité, vous allez la voir en noir, et puis un autre jour, ça ira mieux. Et peut-être que ce n'est pas votre patron, votre charge de travail qui a changé, mais c'est vous qui avez un cerveau qui, ce jour-là, voit les choses plus ou moins positivement. Sur la question du handicap, alors je ne suis vraiment pas spécialisé là-dedans, mais évidemment, nous, on a reçu des personnes handicapées avec des maladies invalidantes et tout ça. J'ai tendance à dire que la question du sens, là, est essentielle. C'est-à-dire que vous avez des handicapés qui nous en imposent à tous par le fait que la vie pour eux est une bagarre, mais qui leur apporte de la joie par rapport au fait qu'ils sont obligés de se dépasser peut-être un petit peu plus que les autres. Et d'autres handicapés peuvent être dans une posture psychologique différente, encore une fois, très liée à l'environnement dans lequel ils évoluent, s'ils ont ou pas beaucoup d'amis, beaucoup de proches. Peut-être un point que je vais aborder tout seul, c'est vous dire, je l'ai cité, hein, j'ai l'occasion de faire ces interventions dans plusieurs langues et je les ai faites en Chine, au Brésil ou ailleurs. Et donc, je me pose toujours la question de savoir est-ce qu'il y a des différences suivant les zones géographiques. Donc, sur les Antilles, on a eu pas mal d'Antillais qui sont venus, hein, qui ont pris l'avion et qui sont venus faire le voyage. Je n'ai pas senti de très, très grandes différences. Finalement, qu'est-ce qui est important? Je pense que la météo joue et que la qualité de vie au travail est vue différemment suivant qu'on est dans un endroit où il fait froid et où il pleut ou dans un endroit où il fait souvent beau, hein, et on a ces différences-là dans l'Hexagone.
Donc ça, c'est un point. Après, les grandes différences qu'on trouve sont plus liées, par exemple, à la structuration de la famille. Il y a des endroits, et notamment on a eu des Africains, où, par exemple, ça se fait beaucoup plus de vivre à la maison en intergénérationnel. Et tout ce qui va faire qu'à la maison, il y a plus de monde et où il y a moins d'isolement, bah, ça peut changer des choses. Donc, par contre, le fait de dire est-ce qu'il peut y avoir des différences entre les Antilles et la métropole, j'ai certainement des gens qui m'écoutent qui sont plus spécialisés là-dedans, mais nous n'en percevons pas beaucoup. Et je peux me permettre de rebondir, monsieur, sur ce que vous dites aussi par rapport au télétravail. Nous constatons, alors nous, on a bien sûr les directives par rapport au Covid, c'est 100% de télétravail pour les emplois qui sont éligibles à ça, bien évidemment. Sinon, on a la possibilité de venir une journée par semaine sur son lieu de travail, bien sûr, en essayant de faire en sorte de ne pas croiser trop de monde. Voilà. Mais si vous saviez le nombre de personnes qui ont envie, au moment où on se parle, de revenir dans l'entreprise, parce que le télétravail a ses limites aussi. Je veux dire, pas tout le monde n'est à l'aise avec ça. Mais bon, au moment où on se parle, on n'a pas un grand choix. Il faut qu'on protège nos collaborateurs, c'est une question de santé. Vous prêchez un convaincu qui passe sa vie plusieurs fois par semaine à consoler des gens qui pleurent parce qu'ils en ont marre d'être cloîtrés chez eux. Et qui pleurent aussi parce qu'avec cette satanée histoire de dire vous allez un jour par semaine au travail, il y a des gens qui sont tellement contents d'aller au travail, mais tellement tristes de voir que les collègues ne sont pas là, parce que les collègues viennent un autre jour. Et donc, on peut pousser le problème un tout petit peu plus loin. On a des gens qui sont vraiment très, très mal, hein, dont certains sont en arrêt de travail à cause de ça. Parce que, par exemple, leur journée au travail, qui devrait être un moment de socialisation, c'est une course effrénée pour faire toutes les petites choses qu'ils ne peuvent pas faire chez eux, non seulement pour eux, mais pour les collègues qui les ont appelés en disant « Rends-moi service, lundi, va me chercher ce truc-là dans mon bureau parce que moi, je ne viens pas avant vendredi. » C'est une peste. Et donc, il va falloir, c'est pas politiquement correct en ce moment, mais il va vraiment falloir se poser des grandes questions sur l'organisation future. Et en tout cas, les entreprises qui pensent qu'elles vont économiser plein de mètres carrés et faire plein de télétravail, eh bien, elles vont déchanter parce qu'elles auront des salariés qui n'iront pas bien et des salariés aussi qui vont avoir de moins en moins de loyauté parce que quand vous êtes à la maison, vous travaillez pour la caisse d'épargne ou vous travaillez pour le Crédit Lyonnais, c'est à peu près pareil, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Vous perdez toute une partie de culture d'entreprise et de loyauté à votre travail. Alors, c'est très, très intéressant. On pourrait encore continuer, mais il y a la prochaine conférence qui va suivre. Donc, le petit mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Il y aura possibilité, on a mis dans le chat le communiqué de presse par rapport au livre, 33 clés pour une période clé. Il y a également une présentation de Monsieur Budin par rapport aux différentes conférences que vous animez. Et puis, par ailleurs, en synthétisant, on dira deux choses. Le Crédit intervient autant sur tout ce qui est recherche, enfin plusieurs choses. Sur tout ce qui est recherche, il y a aussi pas mal d'ouvrages rédigés depuis la création, la proposition des stages que vous faites en Alsace, et puis aussi un accompagnement adapté en entreprise qui est proposé. Donc, différentes modalités d'intervention. Tout à fait. Nous sommes une start-up. On est parti de rien il y a une dizaine d'années. Et donc, on est en train d'établir des antennes régionales. Et cette réunion d'aujourd'hui est probablement le prémisse du fait qu'il y ait un crédit rentier qui se mette en place dans les prochains temps. Si on n'avait pas été en pandémie, je me serais déplacé pour venir vous voir à cette occasion-là. Et on espère pouvoir le faire en 2021-2022 et puis avoir un groupe qui va animer les actions du Crédit comme dans d'autres régions de la métropole. Écoutez, merci beaucoup. OK. Et bonne continuation. Oui, à vous également et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci.